Imaginez vivre dans un endroit où un carnet de rationnement décide de ce que votre famille mange chaque mois. Un pays où un médecin gagne moins que celui qui nettoie les rues. Où il y a des journées entières sans électricité, ni Internet. Ce pays existe. Et il s'appelle Cuba. C'est l'une des plus belles destinations des Caraïbes, mais aussi l'une des plus difficiles à comprendre. Ici, presque tout le monde gagne la même chose. Un salaire qui suffit à peine à survivre. À tel point que le salaire mensuel d'un chirurgien ne paie même pas un seul dîner. C'est pourquoi il y a des files d'attente interminables pour se procurer de la nourriture. Des familles qui transforment leur chambre en restaurant. Ou des couples où même l'intimité peut dépendre de l'argent. Dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure, vous allez découvrir comment fonctionne Cuba de l'intérieur. Comment on vit quand tout manque. Et pourquoi, malgré tout, les gens continuent de danser et de sourire. C'est parti! Au cœur des Caraïbes, entouré d'eau cristalline et de l'une des plus belles mers de la planète, se dresse Cuba. Une île qui, vue de l'extérieur, semble figée dans le temps. Des rues pleines de vie, où les voitures de collection continuent de rouler comme si les décennies n'étaient pas passées. Et des façades qui ne semblent pas seulement anciennes, mais qui semblent receler des histoires qui n'ont pas encore été racontées. La Havane, sa capitale, est le reflet le plus clair de cette sensation. Un endroit où tout bouge, mais où, d'une certaine manière, le temps semble être resté en arrière. Cuba est en outre la plus grande île des Caraïbes, un enclave stratégique entre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et le reste des Antilles. Pendant des siècles, elle a été connue comme la perle des Caraïbes, une île convoitée pour ses villes coloniales comme La Havane et Trinidad, pour ses plages de sable blanc à Varadero, et pour une beauté naturelle qui en a fait l'un des territoires les plus désirés au monde. Mais derrière cette image de carte postale se cache une réalité bien plus crue. Dans ce pays, presque tout le monde gagne le même salaire, mais cet argent suffit à peine à survivre. C'est pourquoi, pour de nombreux Cubains, il y a des semaines où se procurer de la nourriture dépend davantage de la chance que de l'argent, ou même d'un carnet où le gouvernement décide de ce que l'on peut acheter, et en quelle quantité. Face à ces réalités, à Cuba, la vie ne s'organise pas, elle s'improvise. Et il existe un mot qui résume tout, résolver. Résolver n'est pas seulement un mot pour les Cubains, c'est plutôt un mode de vie. C'est apprendre à s'adapter quand il n'y a pas d'autre choix, à inventer des solutions là où il n'y en a pas, et à tout réutiliser, car rien ne peut être gaspillé. Car dans cette réalité, apparaissent des métiers et des moyens de subsistance qui, vus de l'extérieur, semblent tout droit sortis d'un roman de fiction. Des personnes qui partent à l'étranger avec des valises vides et reviennent chargées de vêtements, de médicaments ou d'appareils électroménagers qu'elles revendent ensuite pièce par pièce. Des familles qui transforment leur chambre en restaurant improvisé, cuisinant le strict minimum pour quelques clients, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre plus. Des gens qui démontent un ventilateur cassé pour en réparer un autre, et qui, avec les pièces restantes, tentent d'en créer un troisième. Des réalités qui, ailleurs, sembleraient impossibles. Plus loin dans ce voyage, nous découvrirons ces métiers et ces modes de vie si surprenants et si durs. Mais avant cela, il faut comprendre que c'est la nécessité de survivre qui a créé ces nouvelles règles. C'est pourquoi les Cubains insistent sur le fait de résoudre leur réalité. Pour eux, résoudre, c'est survivre avec un simple plat de riz, en étirant le peu qu'ils ont pour que cela dure un jour de plus. C'est ouvrir le garde-manger et calculer, non pas ce que l'on veut manger, mais combien on peut se permettre de dépenser aujourd'hui, sans se retrouver sans rien pour demain. C'est réparer une voiture vieille de plus de 50 ans avec des pièces de fortune, souvent fabriquées à la main, car les pièces d'origine ont disparu depuis des décennies. C'est cuisiner quand le courant revient, même s'il est 3 heures du matin. C'est garder n'importe quel objet, aussi insignifiant soit-il, car il pourrait un jour s'avérer utile. C'est apprendre à évoluer dans un système où l'argent ne résout pas toujours les problèmes, mais où la créativité peut faire la différence. Tel est le quotidien des Cubains aujourd'hui. Mais ce qui a vraiment changé ce pays, s'est produit bien avant. Peu de gens savent que Cuba n'a pas toujours été ainsi. Pendant des décennies, l'île a été guidée par une idée aussi simple qu'ambitieuse.
un principe qui allait sceller son destin, l'égalité absolue. Inspiré par des courants tels que le socialisme révolutionnaire et le marxisme, l'objectif était clair. Éliminer les différences, redistribuer la richesse, construire une société où l'État protégerait chaque citoyen du berceau à la tombe. Ce n'était pas seulement une théorie, c'était une promesse. Au milieu du XXe siècle, Cuba a commencé à se tourner vers cet horizon. Un système où la richesse n'appartiendrait pas à quelques-uns, mais à tous. En 1959, après la Révolution, ce projet a commencé à se concrétiser. Des figures telles que Fidel Castro ou Ernesto Che Guevara sont devenus les visages visibles de cette transformation. La promesse était de construire une société plus juste, sans inégalité. Et pendant un certain temps, à certains égards, cela a semblé fonctionner. L'éducation et la santé se sont imposés comme des piliers accessibles à toute la population. Mais l'histoire suit rarement le chemin prévu. Au fil des ans, ce n'est pas l'idéal qui a changé, mais la manière de le mettre en œuvre. Et peu à peu, presque sans faire de bruit, le même système qui promettait l'égalité a fini par générer de nouvelles formes d'inégalité. Car peut-être que le problème n'a jamais été l'utopie, peut-être que le véritable défi était autre. Essayer de faire entrer l'être humain dans celle-ci. Ce qui était né avec l'intention d'être pour tous a fini, avec le temps, par ne plus suffire à presque personne. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire cesse d'être seulement un cas particulier et devient quelque chose de bien plus universel. Car, au final, tout se résume à une seule et même question. Qui ou quoi, selon vous, est responsable de l'échec à Cuba? Nous serions ravis de vous lire, car peut-être que le problème n'a jamais été l'idée, mais quelque chose de bien plus difficile à contrôler. L'être humain lui-même, ses décisions, ses intérêts, sa façon d'exercer le pouvoir quand il l'a. C'est précisément là que tout a commencé à changer. Et ainsi, ce qui semblait auparavant garanti a cessé de l'être. L'accès aux ressources de base a commencé à se restreindre. Le nécessaire a cessé d'être abondant et a commencé à devenir un bien plus rare que jamais. Au point que le pays a dû créer un système unique au monde. Un système conçu pour décider combien et quand chaque famille peut manger. La carte d'approvisionnement. Ce système est apparu en 1962, à un moment où le pays commençait à faire face à la pénurie de produits de base. Dans cet idéal du tout pour tous, l'intention était claire, garantir que personne ne soit laissé pour compte, peu importe son travail, son niveau économique ou sa situation. Tout le monde recevrait la même chose. Ainsi, l'essentiel ne dépendrait pas de l'argent, mais du système lui-même. Sur le papier, cela semblait être une solution juste. Mais mettre cette idée en pratique s'est avéré bien plus complexe, car quelqu'un devait décider ce que chaque personne reçoit, combien et à quelle fréquence. C'est ainsi qu'est né un système entièrement organisé et contrôlé par l'État, un modèle où rien n'est laissé au hasard. Les quantités, les produits, même les délais, ne dépendent pas du marché, mais d'une planification centrale. Mais le plus révélateur n'est pas la théorie. C'est la façon dont elle se concrétise dans la vie réelle. Chaque famille à Cuba reçoit un carnet. Petit, simple, presque discret à première vue. Un carnet physique où est consigné ce qui revient à chaque membre du foyer. Ce n'est pas facultatif, c'est littéralement la porte d'accès aux produits de première nécessité. On y note les denrées alimentaires attribuées et le moment exact où elles peuvent être retirées. Généralement mois après mois, avec des quantités fixes, limitées. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Le carnet commence à faire partie de votre vie, dès votre naissance. Quand un bébé vient au monde, il n'est pas seulement inscrit à l'état civil, il doit également être enregistré à l'Oficoda. Dès cet instant, cet enfant se voit attribuer son quota de lait pour des années, ainsi que des produits spécifiques comme des compotes. C'est, en quelque sorte, son premier lien avec le système, et aussi le dernier. Car lorsqu'une personne meurt, la famille dispose d'un délai limité pour la désinscrire du carnet. Si elle ne le fait pas et continue à retirer ses produits, elle commet un délit. Mais en période de pénurie, la réalité est plus complexe. Certaines familles retardent cette démarche. Quelques grammes de riz en plus, un peu plus de pain, de petites quantités,
qui peuvent faire la différence. Le carnet n'est pas numérique, c'est du papier. Un simple cahier où le commerçant note à la main, au stylo, ce que vous retirez. Chaque marque, chaque annotation, fait partie d'un registre presque intime de votre vie quotidienne. Le perdre n'est pas une simple négligence, c'est un problème grave. Car tant que vous n'obtenez pas de duplicata, vous perdez l'accès à ces produits. Et c'est là que le système révèle une autre de ses facettes. Tout le monde ne reçoit pas la même chose. Cela dépend de votre âge, de votre état de santé. Il existe des régimes médicaux. Si vous souffrez de certaines maladies, vous pouvez avoir accès à des produits supplémentaires comme du lait ou de la viande. Et il existe aussi des situations curieuses, presque ironiques. Pendant des années, le livret indiquait « poisson ». Mais comme il arrivait rarement, on le remplaçait par du poulet. Les gens ont fini par l'appeler avec humour « le poulet pour le poisson ». Mais le livret ne comprend pas seulement de la nourriture. Il peut aussi vous donner accès à du savon, de la lessive, voire du tabac ou du combustible pour cuisiner en période de pénurie. C'est bien plus qu'un système alimentaire. C'est un mode de vie. Et pourtant, il y a quelque chose que beaucoup interprètent mal. Le carnet ne vous donne pas de nourriture gratuite. Il vous donne le droit de l'acheter à un prix très bas. Mais vous devez payer. Et si ce mois-là vous n'avez pas l'argent, vous perdez votre part. C'est aussi simple que ça. Pour obtenir ces produits, les gens doivent se rendre dans les bodegas, de petites épiceries d'état de quartier, des endroits où vous ne choisissez pas ce que vous achetez, mais où vous présentez votre livret et recevez ce qui vous revient. Le vendeur vérifie, note, coche ce que vous avez déjà retiré. Si un produit est en rupture de stock, vous ne le recevez pas. Et dans de nombreux cas, il n'y a pas de réapprovisionnement. Le livret ne s'adapte pas à vous. C'est vous qui devez vous adapter à lui. Du riz, sucre, jufs, un peu de poulet parfois, un peu d'huile, des quantités très précises, limitées. Et surtout, insuffisantes. Car ce carnet ne couvre pas tout le mois, loin de là. Dans bien des cas, il suffit à peine pour quelques jours. Et c'est là qu'apparaît une autre réalité, moins visible. Il existe des carnets qui restent actifs, même si leurs propriétaires ne sont plus là. Des personnes qui ont émigré, mais qui n'ont jamais été radiées. Ces carnets circulent sur le marché informel. On les loue, on les vend, car ils garantissent l'accès à des produits subventionnés, à des prix qui seraient impensables en dehors de ce système. Même des moments spéciaux sont passés par ce système. Pendant des années, lorsqu'un couple se mariait, il pouvait bénéficier d'une allocation de mariage. Un petit plus, un peu de nourriture, de boissons, voire dans certains cas une nuit à l'hôtel. Une célébration contrôlée elle aussi par un bout de papier. Et avec le temps, la situation a évolué. Aujourd'hui, bon nombre des produits qui étaient autrefois courants ne sont tout simplement plus disponibles. Le café, le sucre, les denrées de base. Le carnet existe toujours, mais il se vide de plus en plus. Et ce qui était autrefois un symbole de sécurité, pour beaucoup, est devenu un rappel constant de la pénurie. Et c'est là que commence le véritable problème. Car ce qui manque, il faut aller le chercher ailleurs. Mais ailleurs, il n'y en a pas toujours. Et s'il y en a, ce n'est pas toujours accessible. Il y a des jours où les gens font la queue pendant des heures, sans savoir exactement ce qu'ils vont pouvoir ramener chez eux. Ils attendent, tout simplement, pour voir ce qui est arrivé, pour voir s'il y a quelque chose. Car même au sein du système lui-même, il n'est pas toujours garanti que tout arrive. Et cela transforme quelque chose d'aussi basique que manger en une incertitude quotidienne. Le carnet ne limite pas seulement ce que vous mangez. Il conditionne aussi votre mode de vie, la façon dont vous organisez votre journée ou votre semaine. Et quand le strict nécessaire ne suffit pas, d'autres moyens de s'en procurer commencent à apparaître. Des gens qui se tournent vers des marchés parallèles où les prix sont bien plus élevés. Des gens qui font venir des produits de l'étranger pour les vendre dans le pays. Des échanges entre voisins. Un système parallèle qui n'est inscrit dans aucun carnet, mais qui fait partie du quotidien de millions de personnes. Car quand il s'agit de nourrir sa famille, les règles changent. Et c'est là que tout devient encore plus complexe, car il ne s'agit plus seulement de ce que vous avez, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller pour l'obtenir. Que seriez-vous prêt à faire pour votre famille? Ce sera formidable de lire vos commentaires.
car plus tard dans cette vidéo, nous allons découvrir certaines des limites que de nombreux Cubains sont prêts à franchir. Le plus surprenant, c'est que ce système de livret d'approvisionnement existe encore aujourd'hui, plus de 60 ans après. Il fait partie du quotidien de millions de personnes. Un système unique au monde, qui a vu le jour dans le but d'aider, mais qui, avec le temps, est devenu le reflet d'une réalité bien plus complexe. Mais même avec ce système, il y a quelque chose qui complique encore davantage la vie quotidienne à Cuba. Car souvent, il ne s'agit pas seulement de ce que l'on peut obtenir, mais de quand et si l'on peut ou non l'utiliser. Dans de nombreuses régions du pays, les coupures de courant font partie du quotidien. Des coupures qui peuvent durer des heures et, dans certains cas, se répéter plusieurs jours par semaine. Cela signifie qu'une chose aussi basique que la conservation des aliments devient un défi permanent. Quand le courant tombe, les réfrigérateurs cessent de fonctionner et tout ce qu'ils contiennent commence à se gâter. Viande, lait, plats cuisinés, des produits qui, ailleurs, se conserveraient plusieurs jours, peuvent ici se détériorer en quelques heures. C'est pourquoi de nombreuses familles évitent d'acheter en grande quantité. Elles achètent juste ce qu'il faut pour la journée, ou pour 1 ou 2 jours tout au plus, car elles ne savent pas quand le courant reviendra. Et quand le courant revient, tout change. Peu importe l'heure. Ça peut être au petit matin, à 2 ou 3 heures du matin. Mais c'est à ce moment-là que beaucoup de gens en profitent pour cuisiner, préparer à manger, ou même ranger la maison. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est le seul moment où ils peuvent le faire. Ici, la routine quotidienne ne dépend plus de l'horloge. Elle commence à dépendre de quelque chose de bien plus imprévisible. L'électricité. Une électricité qui bien souvent n'arrive pas, non pas par hasard, mais à cause d'un système qui fonctionne depuis des années à la limite de ses capacités. Une grande partie de l'énergie à Cuba est produite dans des centrales thermiques très anciennes, dont certaines ont plus de 30, voire 40 ans d'utilisation. Des installations qui nécessitent un entretien constant et qui, dans de nombreux cas, fonctionnent avec difficulté ou s'arrêtent à cause de panne. À cela s'ajoute un autre problème majeur, le combustible, car bon nombre de ces centrales dépendent du pétrole, et lorsque l'approvisionnement fait défaut ou diminue, la production d'électricité chute également. Et c'est là que le déséquilibre apparaît. Le pays a besoin de plus d'énergie qu'il ne peut en produire à certains moments. Surtout aux heures de forte chaleur, lorsque des millions de personnes utilisent des ventilateurs ou des climatiseurs en même temps. Et lorsque la demande dépasse l'offre, il faut prendre une décision. Couper, organiser des coupures de courant, répartir l'électricité par zone et par heure, pour éviter que tout le système ne s'effondre. C'est pourquoi, dans certains endroits, les coupures ne sont pas aléatoires. Elles sont programmées, et elles peuvent se répéter plusieurs jours par semaine. Ainsi, ce qui devrait être constant devient intermittent. Quelque chose qui va et vient, et qui finit par rythmer la vie quotidienne de millions de personnes. À cela s'ajoute l'accès à Internet. Un accès si limité que quelque chose d'aussi simple que de regarder une vidéo peut devenir un véritable défi. Dans de nombreux endroits à Cuba, charger une vidéo comme celle-ci peut prendre des minutes, voire des heures. La connexion est lente, instable et, dans de nombreux cas, trop chère par rapport au salaire. C'est pourquoi, depuis des années, une solution a vu le jour et perdure encore aujourd'hui. Une solution qui semble tout droit sortie d'une autre époque. Des personnes qui téléchargent des contenus, séries, films, vidéos YouTube, lorsqu'elles ont accès à une meilleure connexion, puis les distribuent physiquement, sur des clés USB, sur des disques durs, et même sur des DVD. Des gens qui copient, organisent et vendent ces contenus chaque semaine, créant une sorte de catalogue informel qui passe de main en main. Ce qui, dans d'autres pays, est à portée de clic. Ici, cela demande d'autres délais et d'autres méthodes. C'est comme si Internet était resté figé dans le temps. Ce système, communément appelé le paquet, est devenu l'un des principaux moyens d'accès au divertissement et à l'information pour des millions de personnes. Un Internet sans connexion directe. Un Internet qu'on achète, qu'on partage et qu'on attend. Car à Cuba, le monde numérique ne fonctionne pas comme dans le reste du monde. Ici, regarder une vidéo ne dépend pas toujours d'une connexion, mais du fait que quelqu'un l'ait téléchargée avant pour toi.
Et si vous regardez cela depuis un DVD, une clé USB ou tout autre support, ou si vous avez la chance de le regarder en ligne, abonnez-vous dès maintenant à Monde sans censure, car ce que vous découvrez ici fait partie d'une réalité que très peu de gens connaissent. Bien qu'il se soit amélioré ces dernières années, cet accès à Internet reste limité, instable et cher par rapport au salaire. Il y a des moments où il disparaît, tout simplement. Des zones où la connexion est si faible qu'envoyer un message WhatsApp peut nécessiter plusieurs tentatives. Et des endroits où les gens se rassemblent à des points précis, à la recherche d'un signal comme s'il s'agissait d'une ressource parmi d'autres. Une autre réalité qui surprend tout visiteur découvrant Cuba, ce sont les logements. Dans des villes comme La Havane, de nombreux bâtiments n'ont pas été rénovés depuis des décennies. Un autre reflet de cette réalité si différente du reste du monde. Des façades délabrées, des structures anciennes et des logements partagés par plusieurs générations. Il n'est pas rare de voir des maisons où cohabitent grands-parents, parents et enfants dans des espaces très réduits, adaptant chaque recoin pour pouvoir continuer à y vivre. Mais malgré tout, la vie continue. Les rues restent animées. Les gens parlent, rient, partagent. Car s'il y a bien une chose qui définit Cuba, c'est sa capacité d'adaptation. Ici, chaque problème a une solution improvisée. Chaque obstacle, une alternative. Et chaque jour, un nouveau défi à surmonter. Mais malgré tout, le plus surprenant, ce n'est pas tout cela. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la façon dont les gens ont appris à évoluer au sein de ce système. Comment ils ont créé de nouvelles façons de gagner leur vie. Comment ils ont transformé la nécessité en opportunité. Mais avant d'entrer dans ces détails, je te pose une question. Si tu vivais dans un endroit comme celui-ci, à quoi penses-tu que tu pourrais t'adonner pour t'en sortir? Je serais très intéressé de lire vos commentaires, car ce que tu vas voir maintenant ne ressemble en rien à ce que tu imagines. Mais c'est tout à fait réel, car le plus surprenant à Cuba, ce n'est pas seulement la façon dont on y vit, mais ce à quoi les gens s'adonnent pour pouvoir continuer à avancer. Car quand le strict nécessaire ne suffit pas, apparaissent des moyens de gagner sa vie qui, vus de l'extérieur, semblent impossibles. L'un des plus frappants est celui des mules, des personnes qui partent à l'étranger avec des valises pratiquement vides et reviennent chargées de produits difficiles à trouver sur l'île. Des vêtements, des médicaments, des petits appareils électroménagers ou même des pièces spécifiques qu'elles revendent ensuite petit à petit. Chaque voyage est planifié dans les moindres détails. Que faut-il emporter? Combien en ramener? À qui le vendre? Ce n'est pas seulement un déplacement, c'est une stratégie. Car dans de nombreux cas, un seul voyage peut faire la différence entre joindre ou non les deux bouts. Et tout cela se passe en silence, sans grande publicité. Ça fonctionne grâce à des contacts, des connaissances et des recommandations. Un système parallèle qui n'apparaît nulle part, mais qui fait tourner une bonne partie du quotidien. Un autre cas qui semble tout droit sorti d'une autre époque est celui des boteros, des chauffeurs qui utilisent des voitures datant de plus de 50 ou 60 ans pour transporter des personnes en ville. Des véhicules qui, n'importe où ailleurs, seraient dans un musée, mais qui ici continuent de fonctionner grâce à une ingénierie quasi artisanale. Des moteurs adaptés avec des pièces provenant d'autres voitures, des solutions improvisées, des réparations constantes. Et pourtant, ils parcourent des kilomètres chaque jour. Ils ne se contentent pas de transporter des personnes. Ils maintiennent en vie une partie essentielle de l'économie quotidienne. Il y a aussi les paladars, de petits restaurants installés dans des maisons particulières. Ici, pas de grandes cuisines industrielles ni de cartes de menus interminables. On sert ce qu'on a pu se procurer ce jour-là. Et avec cela, on compose un menu. Des familles entières s'organisent pour cuisiner, servir et s'occuper des clients, transformant leur propre maison en source de revenus. Dans de nombreux cas, pendant que certains mangent, d'autres dorment dans des pièces plus petites ou réorganisent leur espace pour pouvoir continuer à vivre. Et puis il y a l'une des plus grandes contradictions du pays. Des personnes hautement qualifiées, médecins, ingénieurs, professeurs, qui décident d'abandonner leur profession parce qu'elles gagnent plus dans la rue. Car l'accès aux touristes ou aux devises étrangères change complètement la donne.
Ici, l'effort scolaire ne se traduit pas toujours par une meilleure qualité de vie. Et cela transforme complètement la façon dont les gens conçoivent le travail. Car à Cuba, ce n'est pas toujours celui qui en sait le plus qui gagne le plus, mais celui qui s'adapte le mieux, celui qui trouve l'opportunité, celui qui sait se débrouiller. Mais même tout cela, parfois ce n'est pas suffisant, car quand le système se resserre et que les options se réduisent, il y a des gens qui franchissent une ligne encore plus complexe. Une ligne où le travail cesse d'être seulement du travail et entre dans un domaine bien plus personnel. Un domaine où même le plus intime peut devenir une façon de survivre. Et c'est ce que nous allons voir ci-après. À Cuba, il existe des situations où le lien entre deux personnes ne dépend pas seulement des sentiments, mais aussi des opportunités qu'il peut générer. Des relations qui naissent dans la rue, dans un bar ou lors d'une conversation fortuite, mais qui, dans de nombreux cas, sont marquées par une réalité économique. Des personnes qui voient dans le contact avec des étrangers une possibilité, une issue, une amélioration de leur qualité de vie. Et dans ce contexte, la frontière entre l'émotionnel et le pratique devient très floue. Car lorsqu'il s'agit d'avancer, ou même d'aider sa famille, les décisions changent pour tout le monde et cessent d'être simples. Vu de l'extérieur, cela peut sembler difficile à comprendre, mais à l'intérieur de l'île, cela fait partie d'une réalité bien plus complexe, où les relations humaines sont également influencées par l'environnement. À Cuba, les relations sont proches, directes, intenses. La conversation coule de source, le contact est naturel, et le lien entre les personnes se tisse rapidement. Et au cœur de ce contexte social, apparaissent aussi des dynamiques où le lien n'est pas seulement émotionnel. Des personnes qui voient dans ce contact une opportunité d'améliorer leur situation, d'accéder à des ressources ou même d'ouvrir une porte vers un autre type de vie. Ce phénomène au sein du pays a même un nom propre. On les appelle les jineteras, un terme qui à l'origine ne faisait pas référence à ce que beaucoup imaginent de l'extérieur, mais à l'idée de monter sur une opportunité, de grimper sur une situation qui peut changer votre vie. Au fil du temps, le mot a évolué, et aujourd'hui il est utilisé pour décrire ces dynamiques où les relations intimes peuvent être influencées par le besoin et les circonstances. Mais le réduire à une simple étiquette, ce serait trop simplifier les choses. Car il ne s'agit pas toujours de quelque chose de superficiel. Dans de nombreux cas, ce sont des relations qui évoluent, qui durent dans le temps, et qui aboutissent même à des liens plus profonds. Mais ce qui les rend différentes, c'est leur point de départ. Une réalité, celle de ce pays, où, comme tu le vois, les circonstances pèsent autant que les sentiments, et où, parfois, la nécessité oblige à repenser des limites qui ailleurs semblent immuables, et qui reflètent, une fois de plus, à quel point l'environnement peut façonner la manière dont les gens vivent et interagissent. Car comme tu le vois, à Cuba, survivre ne signifie pas seulement trouver de quoi manger ou gagner sa vie. Cela implique aussi de s'adapter, dans tous les sens du terme. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu te poses peut-être une question. Est-il possible de visiter un endroit comme celui-ci et d'en profiter? La réponse est oui, mais pas de la manière dont tu l'imagines. Voyager à Cuba, ce n'est pas comme voyager dans n'importe quel autre pays. Ici, même en tant que touriste, tu entres aussi dans un système différent. Pour commencer, s'y rendre est relativement simple depuis l'Europe ou l'Amérique. Il existe des vols directs depuis des villes comme Madrid, Miami ou Mexico, et dans la plupart des cas, tu n'as besoin que d'un visa touristique appelé carte touristique, qui est généralement facile à obtenir. Mais une fois que tu as atterri, l'expérience change. Car à Cuba, l'argent ne fonctionne pas comme ailleurs. Pendant des années, il y a eu différentes monnaies et différents systèmes de change. Et bien que tout ait été officiellement unifié, dans la pratique, des différences importantes persistent. Vous ne pourrez pas toujours changer de l'argent librement comme dans d'autres pays. Et dans de nombreux cas, la valeur réelle de l'argent dépend du contexte, du lieu et de la personne à qui vous posez la question. C'est là que réside l'une des plus grandes surprises pour de nombreux voyageurs, car Cuba n'est pas aussi bon marché qu'il n'y paraît. Un café peut coûter entre 2 et 4 $, un repas simple entre 10 et 20.
Et un dîner pour deux dans un restaurant touristique peut facilement dépasser les 40 ou 50 dollars. Des prix qui, comparés aux salaires locaux, sont complètement disproportionnés. Car à Cuba, comme tu le sais, la plupart des gens gagnent des sommes très similaires, quelle que soit leur profession. Un médecin, par exemple, peut avoir un salaire moyen équivalent à environ 30 ou 40 dollars par mois. Et dans de nombreux cas, pas très différent de celui d'autres emplois quotidiens, comme le nettoyage des rues, l'entretien des jardins ou tout autre emploi de base. Cela signifie qu'un seul dîner dans un restaurant destiné aux touristes peut coûter plus cher qu'un mois entier de travail d'un chirurgien. Une réalité qui défie toute logique et qui explique pourquoi, pour de nombreux Cubains, se rendre dans ce genre d'endroit n'est tout simplement pas une option. Mais ce n'est pas tout. Il existe également des différences marquées entre ce que paie un habitant et ce que paie un touriste. Des zones spécifiques, des restaurants adaptés, des services conçus pour les visiteurs, une sorte de réalité parallèle au sein du même pays. En matière d'hébergement, la Havane propose aussi bien des casas particulières que des hôtels. Mais là encore, il y a des nuances. Une chambre pour 2 personnes peut coûter entre 30 et 100 dollars par nuit, selon l'endroit. Et bien que certains hôtels et hébergements disposent de leur propre générateur, tous ne peuvent pas garantir une alimentation électrique constante. Il en va de même pour Internet. Dans de nombreux cas, vous devrez vous connecter à des points d'accès spécifiques, acheter des cartes d'accès ou vous adapter à un signal limité. Car ici, même en tant que visiteur, vous n'avez pas le contrôle total de votre expérience. Et c'est précisément ce qui rend Cuba différente. Ce n'est pas une destination confortable. Ce n'est pas un voyage prévisible. C'est une expérience dans laquelle, tout comme ses habitants, vous devrez vous aussi apprendre à vous adapter. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui la visitent ne l'oublient pas. Avec tout ce que tu as vu, quelle note donnerais-tu à ce pays de 1 à 10? On te lit dans les commentaires, car Cuba, on ne la comprend pas, on la vit. Et si tu veux continuer à découvrir des endroits qui ne sont pas comme on te les décrit, reste, car ce qui t'attend est peut-être encore plus surprenant. Clique sur la vidéo, tu vas adorer.